Bienvenue dans Barre Chargée, le podcast où on discute sport, entrepreneuriat, business et tout ce qu'il y a entre ces domaines. Moi c'est Valentin, mais vous pouvez m'appeler Valou, et je serai votre hôte. Mon but est de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas assez, mais qui ont des choses à raconter. Alors installez-vous confortablement, ou alors mettez-vous en mouvement, mais écoutez bien l'épisode qui va suivre. Bienvenue dans Barre Chargée. Bienvenue dans ce 3e épisode de Barre Chargée. Je reçois qui ? Le Guigui, Guillaume Parrain de son prénom et de son nom. Bienvenue à toi. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Merci d'être présent aujourd'hui. On va évoquer plusieurs sujets. Le street lifting, un peu un sujet central sur le podcast. Les autres pratiques sportives, le mindset, un peu de nutrition de ce côté. Et donc, je pense qu'on va commencer tout simplement, parce que tous les gens du street lifting ne te connaissent pas, même si tu as un joli palmarès et des belles places en compétition. Joli. Modeste malgré tout. Modeste. Je me permets. Donc en vrai, ouais, si tu peux te présenter en 1-2 minutes. Ça marche, pas de souci. Comme Val l'a dit, moi c'est Guillaume Parrain. J'ai 29 ans. Je fais du street lifting depuis, on va dire, quelques années. Vraiment de manière plus pro, on dira, depuis 1 an et demi, 2 ans. Depuis 1 an et demi, 2 ans, tu fais de la compète ? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, avant ça restait plutôt par loisir. Ok. Enfin, ça reste un loisir, hein, mais on va dire que c'était sans objectif, quoi. Et accessoirement sur le côté bon niveau professionnel, je suis médecin. Là actuellement, je suis en toute fin de formation, donc je termine ma 11e année d'études d'ici quelques semaines, donc prochainement officiellement diplômé. Donc voilà, ça ce sera aussi un autre gros point de la vie qui s'achève. Ok. Voilà. Mais donc voilà pour me résumer. Ok, parfait. Au niveau compétition, Ouais. À quelle compétition tu as participé ? Donc les compétitions que j'ai fait la BSLC 2024, ça c'était donc ma première compétition. Quelques mois plus tard, il y avait du coup les qualifeurs pour la BSLC 2025 que j'ai dû faire vu que j'ai pas fait podium au BSLC 2024. Et donc ensuite il y a eu la BSLC 2025. Donc en fait mon palmarès de compétition est encore assez restreint. J'ai fait 3 compétitions surtout. Donc hâte d'en faire d'autres évidemment, de compléter ça. Pas de podium pour la BSLC BSLC 2024, non, j'étais 4ème. Ok. 4ème, donc au pied Première compétition, mais 4e. Voilà, c'est ça. Première compétition au pied du podium. Ta catégorie ? C'était moins de 74. Ok. 73, pardon. Ok. Voilà. Je parle en tant que power, là, attention. Oh là là ! Je vais en brusquer certains. Oups, moins de 73. Et donc, et je suis toujours en moins de 73 encore actuellement maintenant, donc j'ai jamais changé de catégorie depuis le début, quoi. Et par contre, du coup, tu as eu une belle place à la BSLC 2025 ? C'est ça, voilà. Et qualifieur, du coup. Et qualifieur. Qualifieur, du coup. Ok. J'avais fait premier au qualifieur, et donc BSLC 2025, du coup, 2e cette année. Ok. Est-ce que tu peux faire 2 choses ? Définir le Ouais. street lifting Ouais. et parce qu'en fait, je crois que j'en parle pas assez, mais des performances Ouais. sur tes meilleurs lifts, Ok, sur tes 4 mouvements. pas de soucis. Comme ça fera un peu le liant, Parfait. si je puis dire. Mais donc, le street lifting, pour résumer, pour les néophytes qui écouteraient, qui connaîtraient pas trop la pratique, donc c'est un sport de force, à l'instar de ce que serait le powerlifting ou l'haltérophilie. Et au niveau étymologique, en fait, street lifting, ça vient de street workout, qui est en fait aussi synonyme de calisthenie, qui est tous ces exercices de poids de corps qu'on fait initialement dans des parcs de street workout, donc ces parcs extérieurs de renforcement musculaire. Et la deuxième partie du mot street lifting, du coup, c'est lifting, qui lui vient plus de powerlifting, heavy lifting, qui sont l'haltérophilie et la force athlétique, comme on dit en français. Et donc, la contraction des deux, faut que c'est un sport de force avec des mouvements de street workout, alias calisthenie. Ces mouvements, quels sont-ils ? Dans l'ordre dans lequel ils sont réalisés en compétition, il y a le muscle up, qui est le mouvement qui consiste à passer en fait son corps au-dessus de la barre en faisant un mouvement de traction puis de dips pour se retrouver au-dessus de la barre. Ensuite, il y a la traction du coup, ou pull-up, comme on dit en anglais, qui peut être réalisé de 2 façons différentes, soit en pronation avec donc on va dire la paume des mains qui regardent la barre, on va dire, qui sont devant nous. Et puis il y a la version chin-up où là la paume des mains nous regarde, donc on est en supination à ce moment-là. Et donc là on est beaucoup plus focus au niveau des biceps à ce moment-là. Ensuite le 3e mouvement c'est le dips, donc c'est l'exercice qui consiste à faire une flexion des coudes entre 2 barres parallèles et remonter. Et ensuite il y a le squat qui consiste à faire une flexion de genoux, descendre les fesses sous le plan des genoux et remonter avec la barre. Et donc ce sport consiste en soulever la charge la plus lourde possible sur chacun de ces 4 mouvements
Et donc pour ce faire, pour le muscle up, pull-up et dips, là on utilise une ceinture de lest sur laquelle on accroche des disques de poids qu'on essaie de remonter. Et pour le squat, là on a une barre chargée et c'est le squat, c'est exactement le même squat que ce qu'on retrouverait au niveau du powerlifting par exemple. Squat qui est apparu dans le streetlifting assez récemment. Oui, c'est ce que il me semble bien. Après, moi, de ce que j'ai toujours fait, de ma pratique, ça a toujours été là. Donc ça, à nouveau, je ne saurais pas dire depuis quelle année exactement ça y est. Donc ça, je vais peut-être demander à d'autres pratiquants qui sont là depuis plus longtemps que moi. J'avoue que j'ai pas la date en tête depuis quand le squat a été introduit, mais c'est vrai que historiquement, il y avait que les 3 premiers exercices et on s'est dit on va rajouter le squat qui est un exercice du bas du corps, même si à la base, on va dire que c'est moins purement du street workout à la base que les autres mouvements, quoi. Vraiment les 3 premiers mouvements, c'est vraiment du street workout comme on l'imagine, alors que le squat il a été puisé, on va dire, un peu du power pour dire d'avoir un exercice bas du corps, quoi. On a copié. Voilà, c'est ça. Non, mais les gens du street workout manquaient de jambes. Donc ouais, c'est ça, clairement. Mais donc du coup, au final, ça a un peu rebattu les cartes quand ça a apparu, parce que forcément, les gens travaillaient peu cet exercice-là. Et du jour au lendemain, ils sont mis à devoir travailler le squat, sauf que en fait, il y avait peut-être des gens qui faisaient déjà peut-être ça sur le côté, qui sont sortis un peu du lot, et puis il y a tous les autres qui ont dû un peu rattraper leur retard au niveau du squat. Et là maintenant, en fait, d'année en année, les totaux ne font qu'augmenter parce que les gens commencent enfin à compenser le retard sur le squat, j'ai l'impression, et donc les squats commencent à devenir aussi assez intéressants en street workout, en street lifting, pardon, et commencent presque à s'apparenter à certains squats de power. Alors clairement, rendons power ce qui appartient au power, ils gardent quand même de bien meilleurs squats que nous. Mais je trouve que ça commence à doucement s'améliorer, quoi. C'est très vrai. Et il y a aussi une concurrence peu loyale des powerlifters qui viennent parfois en compétition, qui apprennent à faire un muscle-up poids de corps, mais qui au final arrivent quand même à taper des gros totaux. Ouais. Et quand on parle de totaux aussi, ça, on l'a pas mentionné avant, mais donc c'est parce qu'en compétition, le score se fait sur base du total du meilleur lift de chacun des exercices. Donc on fait les 3 mouvements, on a à chaque fois 3 essais par mouvement pour faire la répétition la plus lourde possible, et ensuite on additionne les totaux. Donc 12 essais au total, c'est ça. Versus le power où il y a 9 essais de coup. C'est ça, voilà. Donc des compétitions de manière générale qui sont plus longues pour le street. Ouais, si, quand même. Probablement, c'est ça. D'autant plus qu'il faut quand même pas mal de matériel aussi différent pour faire une compétition de street, donc parfois ça demande éventuellement de switcher de matériel entre chaque exercice, tout ça, donc il va parfois prendre du temps logistiquement parlant. Et puis et puis de manière générale, des structures plus importantes. Ouais. Parce qu'au final, le power, tu commences par ton squat. C'est ça. Après, tu ajoutes le bench au rack. C'est ça. Et après, tu vires. Ça, et au final, tu as juste voilà. En street, du coup, il faut quand même la barre de traction pour le pull-up, muscle-up. Il faut les barres à dips et il faut le rack à squat, quoi. Donc, c'est effectivement des structures plus importantes qui sont, logistiquement parlant, c'est parfois peut-être plus compliqué à mettre en place. Ouais. Et donc, c'est quoi? C'est souvent 4-5 heures de compète? De ton expérience? Ouais, c'est ça. Quand même, allez, je dirais 4 heures. Au moins 4 heures de combat. Tu comptes facilement 1 heure par exercice, quoi. Ouais. Surtout que souvent, il y a un peu une superposition de flight en même temps. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, moi, KT, les moins de 73 vont passer alternativement en même temps que les moins de 60. Ouais, une autre KT assez proche. Oui, c'est ça, une KT assez proche, quoi. Ou alors, éventuellement, une KT peut-être même plus éloignée, mais avec moins de monde, histoire d'avoir... Donc ça m'est déjà arrivé de passer en même temps que, par exemple, les filles. Parce qu'il y avait moins de monde dans cette KT-là, à contrario de la moins de 73 chez les hommes, qui est une grosse KT, par contre, et donc, du coup, on mettait une plus petite KT à côté, quoi. Ou alors, du coup, flight, en gros, de groupe. Ouais. Si ta KT est vraiment... Si, je sais pas, il y a 16 athlètes, il y aura du coup 2 groupes. Ouais. Donc, en fait, tu vas tourner avec des gens de ta propre catégorie, quoi. Ouais. Et donc, ça peut allonger... C'est ça, mais donc... Et puis forcément, comme ça a peut-être été mentionné dans le premier podcast, il y a parfois aussi des problèmes aussi, parfois de contestation entre les lifts, qui fait que ça peut aussi rallonger le temps, évidemment. Donc ça, c'est ce qui au final fait parfois ça dure aussi plus longtemps que ce qui était prévu à la base, parce que forcément il y a toutes ces contestations, on revoit les vidéos, etc., on discute, et donc ça prolonge le temps aussi. Parce que dans un monde idéal, en gros, t'as 1 minute pour lift. C'est ça. Et une petite minute entre 2 athlètes. Même normalement, pour moi, l'athlète finit sa rep, le suivant arrive, basta. Et après, on remet des poids. C'est ça. Et pour moi, le jugement doit être rendu tout de suite. Et normalement, dans un monde idéal, les gens ne contestent pas, acceptent la décision et on passe au suivant, basta. Et tu feras mieux à ton prochain lift, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc habituellement, on va dire 1 minute 30 entre un athlète et un autre. S'il y a contestation,
Je crois me souvenir que à la BSLC 2025, Mhm. oui, je crois qu'à un moment il y a eu 4-5 minutes de pause entre Ouais, deux ouais. athlètes. C'est ça. Donc ça peut vite, s'il y a beaucoup de contestations, augmenter le temps de. C'est ça. Le temps global, ouais. Donc voilà, ça c'est peut-être encore un point qui va peut-être être amélioré dans les prochaines années. Donc j'ai aucun doute que ça va se professionnaliser de Ouais. plus en plus et que ce sera moins un souci, on va dire, dans l'avenir. Ouais. Mais c'est clair que la construction même des 4 mouvements fait que c'est plus long qu'une compète de power, peut-être, de manière générale. Après, de nouveau, je parle juste de mon expérience de street parce que j'ai pas moi-même assisté à une compétition de power. Donc, Pour mais- avoir toi fait qui du assistes aux bénévolat deux, pour, ouais. pour avoir fait du bénévolat sur les deux pratiques, Ouais. c'est bien plus long Ouais. en street. Voilà. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut encore remettre ça sur le compte de ça reste une pratique jeune, qui doit encore, l'organisation est peut-être encore un peu, pas dire amatrice, parce qu'on l'a vu cette année-ci que ça s'est d'ailleurs un peu plus professionnalisé que d'autres années, mais c'est sûr qu'il n'y a pas une ligue comme il y aurait pour le powerlifting, où voilà, il y a des juges qui sont désignés par la ligue, etc., où c'est beaucoup plus, ça roule, quoi, Oui, bien sûr. il y a une structure, il y a une... Après, t'as un temps que tu peux pas compresser. Ouais. 4 mouvements, C'est sûr, s'il y a au moins 1 heure par mouvement, t'auras toujours des compètes de Mhm. au moins 4 heures c'est ça, ouais, donc pour voilà. l'athlète. C'est ça. Et puis voilà, il y a aussi beaucoup de catégories aussi, donc Mm. forcément. Et là, Ouais. le problème, c'est que ce qui va aussi peut-être faire que. Allez, on dit que ça va s'améliorer avec la professionnalisation de la discipline, mais il va peut-être aussi y avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir faire du street lifting, donc les catégories vont se remplir aussi. Ça, Ouais, des flights, enfin du coup, des ouais, groupes les groupes plus plus gros, longs, plus longs. enfin, plus gros et donc plus de Plus temps. Ouais. aussi. Donc voilà. Ok, trop bien. Merci Meg, c'était incroyable la définition. Ah, Moi, j'ai jamais- on a un peu digressé du coup, mais. Ouais, mais ta définition. Au moment, était, ça a remis l'église au milieu du village. Comme ça, les c'est gens vrai. savent de quoi on parle quand on parle de street Expression. lifting. On parlait de charge, du coup, est-ce que tu peux me donner tes totaux? Enfin, du coup, tes meilleurs lifts. Et Ouais. du coup, ton total. Alors, j'avoue que le total, il va falloir que je recalcule sur le moment. Attends, non, si, ça y est, je m'en souviens, pardon. Oui, Je sors la calculatrice. Non, si, en vrai, j'en souviens. Mais donc, au final, ça va être assez simple parce que mes meilleurs totaux, c'était clairement ici à la dernière compétition, donc je m'en souviens Sur très tous tes bien. mouvements. Sur tous les mouvements, ouais. Ok, bah. En tout cas, en compétition. Après, il y a un Ouais, des 4 là. mouvements sur lequel j'avais déjà fait mieux à l'entraînement. Mais donc, en tout cas, en compétition, mes meilleurs lifts étaient en muscle-up 23,75. Sachant qu'une fois, en l'entraînement, j'avais quand même fait 25 une fois, mais voilà, ça, je l'ai pas tenté à la compétition cette année-ci. Ok. En pull-up, là, c'est 80. Donc là, j'ai 80, c'est le même lift qu'à l'entraînement, donc que mon meilleur lift à l'entraînement. Ensuite, en dips, là, j'ai clairement fait mon meilleur lift que j'ai jamais fait mais à la BSLC, donc là, j'ai fait 110. Ce dont je suis assez content parce que c'était mon plus gros retard, c'était le dips. Alors, on en parlera après, ouais. mais t'as un fort tirage. C'est ça. C'est plus, moi, j'ai plus un tropisme sur le tirage, surtout. Ok. Et alors ensuite, au niveau du squat, là pareil, j'ai fait mon meilleur squat à la compétition, j'ai fait 190, que j'avais jamais fait, comme le dip, j'avais jamais fait cette charge-là à l'entraînement, donc c'était vraiment la hype de la compétition qui a mené à ça, je pense. Trop bien. Et tu voilà. vois en calcul, Guigui, Et donc, si on calcule ça, ça fait un total de 403,75. il est beau. Voilà. Donc c'était la première fois aussi que je passais les 400 total à cette compétition Ok, aussi, ce qui est, bravo. si on va dire un peu la barre symbolique, je pense, dans la KTD 73, justement, c'est les 400 total, donc je suis très très content d'avoir passé ce total. C'était un peu l'objectif à la base de la BSCC 2025, c'était au moins passer la barre des 400. Le classement, on va dire que c'était un peu plutôt secondaire, mais pour moi, pour être content, je voulais aller valider cette barre symbolique des 400 de total, quoi. Au-dessus de toi, Mhm. qui y avait. Il y avait Dany au-dessus de Ok. moi. Est-ce que tu te souviens de son total? Je pense que Dany avait, si je dis pas de bêtises, 408. J'avais en tête qu'il avait 5 kilos de plus que moi au total. Ah oui, pas tant. Donc en fait, et ça s'était un peu joué sur le dernier squat d'ailleurs, parce qu'il a fait son dernier squat à 200 quelque chose, je ne sais plus. Et si jamais il le ratait, on avait le même total, mais j'aurais gagné au poids de corps, car j'étais plus léger. Ok. Mais heureusement pour lui, il l'a réussi. Ouais. Et donc il s'est Il a fait une hissé à la première place. Donc encore félicitations à toi, Dany, si jamais tu C'est nous vrai qu'il a écoutes. fait Il a fait une très belle comp, Dany. Très belle personne que je respecte en tout cas, et dont je suis très content de la victoire. que tu loves. Alors, je te demandais le total parce que du coup, je pense que ça aiguille aussi un peu les athlètes en moins de 73. Mhm. S'ils veulent viser un podium, Ouais, c'est ça. Ouais. j'ai l'impression que Je pense que le 400 doit être acquis. 400 doit être acquis, et je pense que dans les prochaines compétitions, je pense que le 410, 420 va commencer à devenir progressivement même la norme, je pense, si on veut viser un podium. Je pense qu'il faut 400 ici. Je pense que c'était encore la dernière compétition où c'était suffisant. Je pense qu'il va falloir commencer à viser plus haut parce que les gens vont commencer à devenir de plus en plus forts, et ça se voit, on le voit dans les salles, les gens se chauffent de plus en plus au street lifting. Les jeunes arrivent, les jeunes qui commencent plus tôt que ce que moi j'ai commencé, que ce que les autres de la KT ont commencé, donc ils vont
probablement commencer à hisser le niveau. Donc je pense qu'il va falloir être plus ambitieux pour les prochaines compétitions encore. Ouais. C'est vrai que le niveau a une tendance Ouais. un peu géométrique, j'ai Ouais. l'impression, dernièrement. Ok, excellent. Mouvement favori? Clairement le pull-up. Ok. Clairement le pull-up, ça c'est vraiment le mouvement dans lequel je me sens à l'aise, le mouvement dans lequel je doute jamais. C'est, ça de nouveau, ça vient un peu de mon passif, on va dire, d'avant le street. Donc ça peut être une occasion de transitionner un peu. Je t'en faire prie, tout je t'en ça. prie. Donc faut savoir que moi, avant de faire du street, surtout, je pratique de l'escalade depuis à peu près mes 9 ans. Donc ayant 29 ans aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais de l'escalade et j'ai jamais arrêté. J'ai toujours fait, j'ai jamais eu de temps de pause en escalade, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Ça a été mon sport principal pendant longtemps. On va dire que maintenant le streetlifting a pris quand même une grosse place, donc on va dire qu'en termes de temps et d'investissement, les deux maintenant sont à 50-50, on va dire, mais longtemps l'escalade était clairement mon sport principal. Et les premières années où je faisais de l'escalade, je visais, allez, on va dire que je m'entraînais pas spécialement, c'était pour l'amusement, voilà, j'étais jeune, je faisais ça pour le kiff. C'est tes parents qui t'ont mis à l'escalade? Non du Ouais. tout, c'est moi qui allait. Par moi-même a décidé de commencer. En fait, je faisais à l'époque du judo dans une salle omnisport qui est près de chez moi. Et un jour, dans cette salle omnisport, ils ont ouvert un petit mur d'escalade. Voilà, tout petit mur, ça s'appelait le 8, le club. Ok. Et alors, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer, parce que j'en avais un peu marre du judo à l'époque, justement. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer autre chose? Donc, j'ai fait l'escalade, et bam, c'était le coup de cœur tout de suite, quoi. Vraiment tout de suite. Alors, pendant longtemps, j'ai grimpé dans cette salle-là, qui était quand même, voilà, cette salle, c'était plus un mur aménagé dans une salle omnisport, donc c'était pas un mur très technique, c'était pas un mur très, très haut, c'était encore un petit mur. C'était donc- du bloc? Non, c'était de la voie, mais de la voie genre 8 mètres, 8-9 mètres de haut, quoi. Donc pas très haut. Donc j'ai fait ça pendant longtemps sans vraiment, au final, gagner énormément en niveau, parce que en escalade, t'es un peu aussi limité par les infrastructures que tu peux avoir et par les niveaux, les cotations que tu peux avoir. Donc pendant longtemps, j'ai pas tellement progressé là-dedans. Puis jusqu'à vers mes 14-15 ans, là, je me suis inscrit dans un club de compétition à l'époque. Et là, vraiment, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus dur, on va dire, plus sérieusement. J'ai fait quelques compétitions nationales, mais voilà, sans plus. Ça n'a jamais été... on va dire que la période de compétition d'escalade a vraiment été très brève dans ma vie. Ça a duré peut-être 2-3 ans, si je dis pas de bêtises. Et on va dire que là, par contre, en escalade, j'ai clairement jamais eu un niveau de compétition très très haut. Donc voilà, je suis rapidement resté cantonné au niveau, on va dire, amateur plaisir. Mais ce qui ne m'a pas empêché de progresser au fur et à mesure des années. Et pendant en fait justement cette petite période où j'ai appris la compétition, où j'ai appris comment m'entraîner aussi, j'ai acquis pas mal de compétences qui ont fait que j'ai continué en fait à appliquer ça, ces techniques d'entraînement, même pour une pratique, on va dire, amatrice, loisir. Donc j'ai continué à progresser en escalade jusqu'à atteindre, allez, on va dire, il y a 5-6 ans d'ici, je commence à atteindre le niveau 8A, on va dire, assez régulièrement. Après, il y a la période Covid, évidemment, où avec la fermeture de salles, j'ai moins grimpé, donc ça s'est un peu rediminué. Et puis à la réouverture des salles, là, j'ai repris. Et on va dire que maintenant, voilà, je joue aussi autour du 8A, 8A plus en voie. Sachant qu'en escalade, il y a deux disciplines. Hein. Il y a le bloc et les voies. Le bloc qui s'effectue sur des murs de petite hauteur avec un gros tapis en dessous et on n'est pas assuré. C'est 4-5 mètres? C'est ça, 4-5 mètres. Et là, en fait, c'est des parcours beaucoup plus en force, beaucoup plus en technicité, où il n'y a pas la composante endurance, autant en tout cas que ce qu'on aurait en voie. Et puis, du coup, il y a la voie, ou ce qu'on appelle aussi la difficulté. Donc, la discipline de voie s'appelle vraiment la difficulté. C'est comme ça qu'on la nomme. Okay. Voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme appellation, mais c'est comme ça ça s'appelle. Première fois que j'entends ça. Ouais, et en anglais, on dit le lead. Donc, il y a boulder pour le bloc et lead pour la difficulté. Et puis la troisième catégorie, c'est la vitesse, du coup. Okay. Mais ça, très peu de gens en font ça, au final. Hein. C'est vraiment... Ça s'est un peu popularisé avec les JO. Et c'est ce que je vais te dire, ouais. Parce que du coup, c'est ça. En fait, avec les JO, comme les compétiteurs étaient obligés de faire... en tout cas, à la première édition, les compétiteurs étaient obligés de faire les 3 disciplines. Les gens commençaient un peu à s'entraîner en voie. Et donc là, il y a eu une toute petite hype pour la voie, du coup, en 2020-2021. Mais elle est vite redescendue parce que à l'édition suivante des JO, ils ont séparé la vitesse des 2 autres disciplines. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, les gens ne sont plus spécialement intéressés à la vitesse, en tout cas en Belgique, quoi. C'est vraiment pas une discipline populaire en Belgique, la vitesse, ni en France, j'ai envie de dire. Et donc tout ça pour dire que voilà, il y a 2 disciplines principales en bloc, plus la vitesse qui est, on va dire, un peu plus marginale. Moi, j'ai toujours fait un peu les deux, mais j'ai clairement une préférence pour les voies.
Et donc, De discipline en escalade. ouais, c'est ça, pardon. Ok. Ouais, on parle toujours d'escalade, on parle plus de streetlifting. Et donc moi j'ai toujours fait bloc et voie. J'ai toujours préféré les voies, donc c'est vraiment là-dessus que je me suis toujours plus entraîné. Et donc là, actuellement j'ai un niveau plutôt autour de 8A en voie, quoi, à ces entours-là. Et donc je m'entraîne à peu près en escalade 2 à 3 fois par semaine. Et ça, Actuellement, toujours. actuellement toujours 2 à 3 fois par semaine. Et là c'est vraiment mes séances en fait plaisir, parce qu'en fait l'escalade, j'y vais sans vraiment objectif performance. J'y vais, je suis content d'enchaîner des voies dures que je travaille, etc. Mais j'ai pas une structure d'entraînement comme un plan d'entraînement comme je l'ai pour le streetlifting par exemple. J'ai pas de coach, j'ai pas de coach. J'ai pas de coach. T'as eu un coach, puisque tu me parlais du coup que tu en faisais C'est ça. depuis Oui, 2 ans. j'avais eu un coach à l'époque quand j'étais dans le team de compétition à l'époque. Coach qui s'appelait Didier Motard, si jamais par hasard il passe par là, il entend ce podcast. Et puis après non, ça a vraiment été purement autodidacte par la suite, quoi. Donc voilà, entraînement tout seul. Mais là, c'est vrai qu'il y avait une période quand même où je m'entraînais dur. Mais nouveau, ce qui est chouette en fait en escalade, c'est qu'on peut s'entraîner dur juste parce qu'on a un objectif d'une voie ou d'un niveau qu'on veut absolument faire. On n'est pas obligé de s'entraîner dur juste par l'objectif compétition. Okay. A contrario un peu des sports de force comme le power ou le streetlifting, où là, en général, on s'entraîne dur pour la compétition. Ouais. On s'entraîne pas dur juste pour dire de soulever une barre à 200 kg tout seul dans son coin. On le fait parce qu'on veut le faire en compétition. Il y a quand même derrière... Ou pour le mettre sur les réseaux. Ou pour le mettre sur les réseaux aussi. Alors qu'en escalade, vraiment, ça peut être soit un objectif d'atteindre un certain seuil de niveau en salle, soit de faire une ligne mythique en falaise quelque part, dont on a toujours entendu parler et qu'on a toujours rêvé de pouvoir enchaîner. Et donc, on peut s'entraîner dur dans cet objectif-là. Donc, ça peut être vraiment toujours des objectifs de loisirs. Ouais, récréatifs. C'est ça. Et il y a des gens qui ont des coachs, qui ont des plannings d'entraînement sans faire de la compétition, juste parce qu'ils ont ces objectifs-là de performance personnelle pour soi, quoi. Et c'est ça que je trouve assez beau aussi en escalade, c'est que vraiment on peut s'entraîner dur pour d'autres raisons que la compétition, quoi. Et donc il y a moins cette pression aussi. On a le temps de faire ces performances-là. On n'est pas limité à une échéance particulière. Sauf si évidemment tu prévois un voyage dans un site de grimpe. Tu dis j'ai qu'une chance dans ma vie où je vais le faire. Je pars une fois. Là évidemment, mais je veux dire, ça tu peux le prévoir quand tu veux. C'est pas comme une échéance de compétition où elle a une telle date et tu dois tout faire avant cette date pour être prêt, quoi. Ok. Donc, tu fais du streetlifting principalement, mais en récréatif, l'escalade. Tu fais l'escalade. C'est ça. C'est ça. Et donc, toutes ces années d'escalade, surtout, m'ont amené à avoir un très bon tirage. Donc, en tout cas, je me sens très à l'aise en tirage. Alors, est-ce qu'il est assez bon pour des compétitions on va dire international, je sais pas, mais en tout cas pour moi c'est on va dire le mouvement dans lequel je me sens le plus à l'aise, dans lequel je suis le plus fort, et c'est d'ailleurs celui-là qui m'a permis un peu plus cette année-ci de tirer mon épingle du jeu, parce que mon tirage est 10-15 kilos en dessous de la moyenne, on va dire, de la catégorie. Oui. Et alors que par contre mon dips c'est clairement au ras des pâquerettes, quoi, pour l'instant. C'est un peu mon... j'ai cru que t'allais me dire en gros j'ai un gros tirage par rapport à ma catégorie, tu vois. Oui, mais c'est ce que j'ai l'impression. C'est ce que j'ai l'impression. Allez, cette année-ci, on va dire qu'il y avait, à part moi et Max Janssens, il y avait personne qui tirait quasiment au-dessus de 70 kilos. Oui, d'accord. C'est ce que je dis. Ok. Donc ton dips est... T'as un des plus bas dips par rapport à ta caté ? Ouais, clairement. Ah oui, ok, d'accord. Clairement. Mon dips est clairement mauvais, mais donc c'est ce qui m'a toujours un peu tiré vers le bas, c'est le dips. Mais heureusement, j'arrivais un peu à... Littéralement, du coup. J'arrivais un peu à rattraper ce retard au dips grâce à mon tirage qui lui était bon, grâce à mon passif en escalade, on va dire. Et d'un côté, mon passif en escalade a fait que je suis moins bon en push. Oui, bien sûr. Forcément. Mais du coup, chose intéressante, t'as un transfert depuis l'escalade. Clairement. T'as pas dû bosser beaucoup pour avoir un gros tirage. C'est ça. En fait, même pour atteindre les 80, oui, j'ai bossé un peu mon dips, mais je veux dire, j'ai moins eu l'impression de devoir faire un effort pour y arriver. Ouais. J'ai pas stagné longtemps, je veux dire, c'est venu assez naturellement, plus naturellement, effectivement. Et alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que j'ai une technique aussi de tirage qui est assez, j'ai l'impression qui est propre un peu à mon caractère de grimpeur, c'est que j'ai un tirage qui est très lent au final. Il est pas tellement explosif mon pull. Quand tu regardes des vidéos de moi qui tractent, en fait, ça dure au moins 2-3 secondes mon lift. Alors que en général, quand tu vois les gens faire un pull-up, c'est très explosif. Ouais. On passe le coup de ce qu'il faut au-dessus de la barre et voilà, pas plus. Et donc ça va souvent très vite. Ça me rappelle la red zone quand je te voyais
Tirer. Ouais, voilà. Donc moi, je peux tenir, tirer pendant encore 5 secondes jusqu'à passer le menton au-dessus. Et j'ai l'impression que ça, c'est typiquement parce que l'escalade nous entraîne à avoir une certaine endurance, un certain blocage du biceps, etc., qui fait que j'arrive à maintenir ce tirage aussi longtemps sur des charges lourdes. Tu vois Tonio? Ouais, bien J'ai sûr, je l'impression vois que très bien Tonio, en c'est fait. le même principe. Ouais. Vous avez le même tirage. Bah, c'est ça. Mais du coup, ça Bah, s'explique parce qu'il est aussi C'est grimpeur. ça, et lui, il est très, très, très bon grimpeur aussi à la base. Et lui, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'il a, avant même que le streetlifting soit popularisé, il faisait déjà un peu en fait un équivalent de streetlifting par lui-même dans son grenier avec ses poutres de traction. Il se lestait déjà à l'époque, il faisait déjà des tractions à un bras avec 20 kg de lest avant même qu'on parle de streetlifting vraiment, quoi. Le précurseur. Et donc au final, c'était un peu tout naturel qu'il ait sa période streetlifting à un moment donné. Tu connais Sakate? Alors lui, je sais qu'il voulait à la base concourir en 73. Il hésitait, je pense, à un moment donné, entre 80 et 73. Ok. Et quand il était vraiment en mode objectif compète, c'était le 73 qu'il visait. Et puis au final, il a eu d'autres projets en escalade. Et donc il a laissé tomber le streetlifting, j'ai l'impression, pour se concentrer sur ses projets en escalade. Mais il avait tiré 100, je pense. Hein. Je pense qu'il aurait clairement pu aller chercher un record du monde, je pense, hein, s'il avait continué. Ouais, gros tirage. Franchement, Tonio. Mais c'est le genre de gars qui pourrait te sortir un record du monde non officiel comme ça. Enfin, tu vois, sans grosse pression, je pense. Ouais, non, il a un tirage monstrueux. Ouais, monstrueux. Ouais. Et les dos aussi des grimpeurs, mec. Mettre à tête une petite image pour la version vidéo. En vrai, on pourrait aller voir sur la vidéo que t'as fait sur Maniac. Enfin, avec Maniac, la salle. C'est vrai, il y a récemment. Monsieur Guigui a été interviewé. Voilà, et c'est vrai que récemment, on a fait une vidéo d'un de mes essais, justement, dans du Wita. Et c'est vrai qu'il y avait le drone qui suivait. Et puis on te voit de dos, donc on voit ton dos. Voilà, mais c'est vrai que ça, l'escalade a défini bien le dos, clairement. Ça. Et en plus, comme j'ai fait ça depuis tout petit, clairement, ça c'est un peu. C'est développé majoritairement, bien sûr. Par rapport au reste. C'est ton point fort. C'est le point fort. Ouais. Mais du coup, clairement, niveau push, j'ai eu un gros retard. Mais en fait, quand j'ai commencé le street, mon push était à grand max 90 kg, quoi. Je me souviens. Et même à ma première compétition, j'ai difficilement atteint les 96, alors que t'avais les meilleurs de ma caté qui en dips faisaient déjà 120, 125. Voilà, sans trop forcer, j'avais l'impression. Donc j'avais clairement un retard d'un bon 20, 30 kilos quasiment par rapport aux autres de ma caté. Donc au début, je me disais comment je vais combler ça. En vrai, chose intéressante parce que je me dis, s'il y a des grimpeurs qui veulent se mettre au street, tu vois, ça leur donne un peu des tips de si vous voulez commencer à vous investir, aller en compétition du moins, il va falloir passer par une phase un peu laborieuse. Ouais. A.k.a. bosser son dips. Clairement, et il suffit pas juste d'avoir juste les pecs pour dire d'avoir un bon dips. En fait, il faut savoir qu'en force, la distinction par rapport à du bodybuilding, c'est qu'il y a tout un aspect aussi adaptation du système nerveux central, périphérique, qui fait qu'on parvient à recruter plus facilement, plus efficacement ses muscles et développer de la force. Ce qui fait que c'est pas aussi simple que j'ai des pecs donc je peux pousser lourd, pas du tout. Moi j'ai fait justement longtemps, du coup en fait en complément d'escalade, je faisais beaucoup de musculation, de calisthénie, poids de corps, etc. Avec beaucoup de push-up poids de corps, de dips poids de corps, etc. Je faisais pas mal de set and rep en fait au début quand je faisais du street workout classique. Okay. Et donc des pecs j'en ai toujours eu. Je veux dire, ça n'a jamais été un souci, même à l'escalade on me disait toujours que j'avais des gros pecs quoi, par rapport à la morphologie classique habituelle des grimpeurs. Mais pour autant, en streetlifting, quand il a fallu commencer à développer des grosses charges sur une seule rep, j'étais pas si fort que ça. Parce qu'il y avait toute cette adaptation nerveuse qui, elle, ne s'était pas faite. J'avais fait de l'hypertrophie par du gros volume au poids de corps, mais au final, pas... esthétisme versus force... C'est ça, voilà. Donc j'avais pas tellement développé la composante force à ce niveau-là. Donc clairement, j'avais un retard, malgré qu'on aurait pu penser que non, mais c'était mon gros retard. Donc ça, j'ai dû bosser pas mal, justement. En fait, tu le vois en... Je vais prendre l'exemple du power. Tu vois les physiques versus les charges, sans dénigrer, mais en fait, tu te rends compte que ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être parfois un peu plus de masse grasse sur des powerlifters. Clairement. Par contre, il y a peut-être moins de pecs chez les powerlifters que chez les streetlifters. Par contre, au niveau charge, il n'y a pas photo, Donc, ok. Donc ça m'a fallu apprendre à développer la force aussi, sans avoir juste... sans développer juste l'hypertrophie, quoi. Ça c'était compliqué. Mais c'est marrant au final, c'est que c'est vraiment l'escalade qui m'a mené à faire du streetlifting aujourd'hui. Si on prend un peu le cheminement, je faisais de l'escalade, j'ai voulu devenir un peu plus fort en escalade pour mes projets perso, pour m'améliorer en niveau, en cotation en escalade. Donc j'ai commencé à faire de la musculation pour avoir un peu plus de masse musculaire. Puis progressivement, je commençais à intégrer un peu d'exercice poids de corps
traction, tout ça, je faisais déjà très souvent. Et puis, en fait, il y a eu le gros game changer, ça a surtout été le Covid. Parce qu'en fait, pendant la période Covid, toutes les salles ont fermé. Et donc, le seul moyen encore de continuer à faire du sport, c'était les parcs de street workout en extérieur. Moi, je me souviens à l'époque, quand le Covid a explosé, j'étais en stage en assistanat en première année au Luxembourg à ce moment-là. J'habitais à Arlon, du coup. Et juste en fait, en bas de chez moi, peut-être à 100 mètres de chez moi, il y avait justement un tout nouveau parc de street workout qui avait été construit. Moi, je me dis trop bien, tout bénef, quoi. Donc, je vais pouvoir aller m'entraîner toute l'année, tout l'hiver, toute l'année là-bas. Donc, je faisais des tractions, enfin, je faisais des séries à plus en pouvoir, des push-ups, des dips, etc. Je passais parfois 2 heures dans le parc de street. Je faisais un peu de freestyle aussi à ce moment-là. Ah ouais? Ouais, j'essayais un peu de travailler un peu les 360, le shrimp flip et des choses comme ça. C'est un peu ma période. Et alors, évidemment, je me lestais un petit peu avec un gilet de lest à l'époque. Okay. Je mettais juste un gilet de lest, maximum 10 kg évidemment, donc on n'allait pas très haut en termes de lest. Et puis j'ai acheté une ceinture de lest en me disant, tiens, le gilet ne suffit plus, donc on va acheter une ceinture de lest. Et puis en fait, j'ai découvert qu'il y avait tout un monde de gens qui faisaient des exercices de street workout dont le but c'était de mettre le plus lourd possible. Je me dis, putain, c'est marrant ça, il y a quand même moyen d'aller très haut en fait, je pensais pas. Et donc je me suis dit, tiens, vas-y. Là à ce moment-là, les salles commençaient à rouvrir, donc je commençais à avoir accès de nouveau à un Basic Fit ou des choses comme ça. T'as découvert ça sur YouTube? Un peu plus via les réseaux sociaux, et notamment un des précurseurs en Belgique, ça a été notre fameux Sylvain, alias Bébé Gorison, hein, qui à l'époque était déjà extrêmement fort et publiait pas mal sur les réseaux en montrant ses perfs. Et c'est vrai que ça donne envie quand on voit quelqu'un faire des dips à 80. À l'époque, c'était que des 80-100 kilos. On se disait déjà, waouh, c'est hyper impressionnant. Quand on pense à ce qu'il fait maintenant, on en rirait presque. Mais donc, aparté, ouais. On fait partie du monde du street. Ouais. Donc nous, ça nous paraît normal maintenant. Ouais. Mais pour le commun des mortels, ne serait-ce que lift, quasi son poids de corps. Ouais. Oui, c'est ça, évidemment. Donc moi, à l'époque, je voyais ce gars-là faire 80-100 kilos. Je me dis, waouh, impressionnant, truc de ouf, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Et donc j'ai commencé aussi à m'entraîner en rajoutant des charges sur mes tractions, sur mes muscle-ups, sur mes dips. Alors à l'époque c'était un peu freestyle, hein. J'arrive à l'entraînement, j'avais aucune notion de comment organiser un planif de prise de force, etc. Donc j'arrivais, je faisais vite fait de monter en gamme, mais tout de suite je tapais, je testais un 1 RM, donc 1 RM c'est une charge max quasiment à chaque entraînement, donc forcément j'étais fatigué tout le temps parce que je faisais littéralement de la merde, c'est littéralement ce qu'il faut pas faire, hein, tester des 1 RM à chaque séance. Et puis je pensais qu'en faisant tout le temps un maximum de volume, ça finirait par augmenter. Sauf que malheureusement non, ça marche pas comme ça le corps humain, et donc il faut organiser son plan d'entraînement et être en fait RPE 10 à chaque série, à chaque entraînement. Malheureusement on va droit dans le mur à faire ça, et ça j'avais pas évidemment compris tout de suite, donc je me suis entraîné longtemps, hein, très longtemps en street lifting en pensant que j'allais progresser, sauf que non, je restais au bout d'un moment toujours même charge. Ouais. C'est vrai qu'au début on progresse un peu, parce que oui, forcément il y a une marge de progression, on est un peu néophyte dans le milieu, donc oui, il y a quand même de la performance qui arrive un petit peu au début, mais en fait, en continuant comme ça, on finit rapidement à atteindre un plateau et on progresse plus. Et donc, en fait, tu t'entraînais avec charge, donc testé, comme tu t'entraînais en rep, en sudden rep. Ouais, limite, c'est ça. Parce que tu parles de volume, ouais. Du coup, tu tapais des répétitions 20 kg ou autre x 8. Oui, c'est ça, voilà, donc, tout le temps en permanence. Et j'ai essayé à chaque entraînement, j'essayais de faire un RM sur chaque mouvement, quoi. Okay. Donc, et alors le squat à ce moment-là était très, très accessoire, je faisais quasiment pas de squat, quoi. Donc ça, j'ai vraiment commencé à le faire très tardivement à ce moment-là. Mais donc ouais, tout ça pour dire que j'ai longtemps stagné avec ces charges. Et puis il y a un moment donné où clairement j'ai commencé à me dire, bon allez, ok, je stagne, mais j'ai peut-être déjà un petit niveau. Enfin, j'avais l'impression en tout cas d'avoir un petit niveau, tu vois. Je me rendais pas encore compte à ce moment-là du niveau des autres et de tous les gens qui s'entraînaient déjà là-dedans. L'écran de fumée devant Guigui. Clairement, tu te dis, ouais, je crois que je suis capable de tirer 60 kilos, peut-être j'ai mes chances dans une compétition, quoi. À ce moment-là, le street était peut-être pas encore aussi populaire que maintenant, donc je me dis, vas-y, je vais me chauffer. Et je me souviens à l'époque, je voyais que Sylvain était coaché par Gwendal, et donc c'est comme ça justement que j'avais fini par contacter Gwendal pour qu'il me supervise pour ma première compétition, du coup. Et là, c'est là que j'ai découvert vraiment ce que c'était qu'un planning d'entraînement en force, quoi. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, et donc au début c'est presque frustrant. Tu te dis bah tiens, pourquoi je suis RPE 6 à chaque série. On se dit en fait
limite c'était très bizarre au début pour moi de devoir me limiter Ouais. dans mes premiers entraînements. Mais après, forcément, force est de constater que les progrès arrivent parce que justement, le corps n'est pas en fatigue permanente et donc en fait, c'est là qu'on progresse. C'est là que j'ai commencé un peu à progresser. Et clairement, à l'époque, j'avais aucune notion des performances des autres en street. Donc je suis vraiment arrivé à une première compétition en me disant YOLO, on verra quoi. Moi, j'étais dans ma tête, j'étais convaincu que j'allais faire un podium. Tu vois, vraiment, comme tu dis, l'écran de fumée. Je me dis, ouais, je connais mes perfs, je connais pas celles des autres, mais je pense être bon. Tu vois, les mecs, il y avait aucune humilité, quoi, tu vois. Donc, je suis vraiment arrivé. Gordon Kruger au max. Ouais, vraiment, c'est clairement ça, quoi. Et là, ouais, je me suis pris quand même une petite claque en voyant quand même que les gens étaient très forts. Donc BLCC 2024 ? Ouais, je me suis quand même pris une claque. Après, voilà, j'ai quand même fini 4ème, j'étais quand même très content de ma comp. J'ai super kiffé à ce moment-là et tout. Et j'étais 4ème, et je crois que si tu me vois sur les photos, j'ai la banane parce que je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais clairement, je me suis dit, waouh, en fait, le chemin est encore long, en fait, si on veut espérer être vraiment suissé parmi les meilleurs en Belgique. Parce que après, si on veut se hisser encore plus haut à l'international, c'est encore plus de travail, évidemment. Mais et donc là, c'est vrai que là, à ce moment-là, je me dis, ok, il va falloir faire beaucoup de choses. Alors, je me souviens qu'après la BSLC 2024, là, j'ai eu un peu un petit passage à vide où c'est vrai que la préparation pour la BSLC 2024 avait quand même laissé quelques séquelles. J'ai eu quelques douleurs, notamment au niveau des hanches, ça m'a longtemps poursuivi. Okay. Blessure on va dire tendinopathie un peu chronique au niveau de la hanche qui est un peu traînée, qui était toujours un peu là à la préparation, mais aussi après la compétition. Donc à ce moment-là, la préparation. Ouais, c'est ça. Et donc à ce moment-là, j'ai voulu un peu rediminuer. J'ai arrêté le coaching avec Gwen parce que voilà, comme j'étais un peu dans une phase un peu de down, j'avais pas envie de m'investir d'investir encore de l'argent dans un coaching. Parce que voilà, un coaching ça coûte quand même de l'argent aussi malgré tout, ça il faut le savoir. Et donc j'ai commencé un peu à m'auto-coacher, d'abord aussi surtout pour essayer de soigner un peu tous ces petits bobos à droite à gauche. Et donc là j'ai commencé à faire mes entraînements moi-même, faire mes planifs moi-même, en me basant du coup sur ce que j'avais quand même appris à l'époque avec Gwen. Parce que à ce moment-là, du coup maintenant je savais comment organiser plus ou moins un planning d'entraînement en sport de force. Donc on va dire que là ça... Donc là, je me suis auto-coaché jusqu'au qualifieur de la BSLC 2025, donc jusqu'en décembre 2024, du coup. Et ça avait plutôt pas mal marché, parce qu'au final, j'ai quand même su sortir des perfs à cette compétition-là. J'ai fait premier du coup au qualifieur, donc j'avais quand même réussi à garder un certain cap. Mais clairement, après les qualifieurs, où là, je me suis dit, ok, il y a clairement un truc à jouer. J'ai réussi à faire premier à cette compétition-là, en ayant pourtant eu pas mal de mes lifts annulé en étant pas aussi finalement assez content de mes performances. Je me suis dit il y a un coup à jouer, donc là je me suis dit il faut quand même que je reprenne un suivi un peu plus pro. Donc à ce moment-là j'ai refait appel à Gwen, en qui j'avais entièrement confiance pour m'accompagner jusqu'à la BSLC 2025. Et puis tu avais déjà l'expérience de son coaching, c'est donc ça. Tu t'attendais à... Je savais à quoi m'attendre quoi. Ouais. Donc au final, ça s'est plutôt bien passé comme préparation. Donc Gwen a commencé à me recoacher à peine 2 mois avant la BSLC. Et puis 2 mois avant 2 mois avant. Habituellement, est-ce que c'est la durée moyenne d'une préparation? Non, c'est bien plus long. Évidemment, en préparation, c'est beaucoup plus long terme, évidemment, parce que la préparation est vraiment subdivisée en plusieurs macro-blocs, même subdivisée en mésobloc et mésocycle, etc. Ouais. Donc forcément, il faut quand même... Normalement, c'est sur du très long terme. Donc là, c'est vrai que Gwen, bien sympa, m'a repris un peu en cours de route, au final, sans trop savoir où j'en étais à ce moment-là, et en sachant très bien qu'on avait au final que 2 mois pour préparer une compétition, une grosse échéance. Donc il a fait ce qu'il pouvait, et il l'a très bien fait, heureusement. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé au final. Et puis mine de rien, t'as beau dire, faire une compétition avec quelqu'un qui te handle, le coach qui est là pour annoncer tes lifts, pour choisir tes lifts pour toi, etc. Pour gérer en gros toute ta comp à ta place, pour que tu n'aies pas la charge mentale de devoir toi-même gérer cet aspect-là, ça joue beaucoup. Et ça, clairement, c'est ce qui m'avait manqué au qualifieur. Tu l'avais fait solo? Au qualifieur, j'avais fait complètement solo. Il y avait bien 2-3 personnes qui me donnaient des conseils, tiens, sur ce que je devrais faire, etc. C'est pas pareil, ouais. Mais vraiment, j'avais pas une personne non-stop derrière moi pour me donner son avis, quoi. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, un handler, c'est la personne qui te gère en compétition. Ouais. Donc c'est pas ton nombre, c'est un peu plutôt l'inverse. Ouais. La personne chez qui tu délègues un peu toute ta confiance et qui va gérer ta comp. C'est ça. Donc tu peux avoir un coach pour ta prépa. Ouais.
mais ton coach n'est pas forcément la personne qui te handle en compétition. Éventuellement. Ça peut Ouais. être une personne que tu connais, Ouais. généralement une personne du milieu. Mais bon, c'est vrai que ça se fait souvent que ce soit le coach quand même, malgré Ouais. tout, parce que c'est lui qui te connaît. Ouais. C'est lui qui connaît tes. Allez. Il a l'habitude Oui, de ta manière voir, de il a lift. l'habitude de voir ta manière de lift, etc. Donc il sait tout de suite dire, ok, là t'as bien lifté, t'as mal lifté, t'étais RP 8, 9, 10 à ce Ouais. moment-là. Et donc c'est lui qui sait s'il peut se permettre, quel jump il peut se permettre de faire pour le prochain lift, quoi. Ouais. Alors il y a toujours une discussion Mhm. entre. Ah, enfin, quoique. Je sais pas si tous les handlers et les coachés gèrent de la même manière, mais généralement t'as une discussion post-lift. Mhm. Comment tu te sens, Oui, enfin, c'est tu vois, ça. il y a ce truc de. On C'est analyse ça. ensemble Ouais. et on détermine un poids. C'est ça. Il y a quand même quelque chose qui se fait d'un commun accord. Mais c'est vrai que bien souvent, moi en fait en compétition, j'ai parfois tendance à être pas assez sûr de moi. Et donc j'aurais tendance à pas vouloir faire des gros jumps. Et donc, et ça c'est ce qui était plutôt pas mal avec Gwen justement ici à la BSLC 2025, c'est que bah, il a osé en fait faire des plus gros jumps. Il m'a dit non mais aie confiance, ça va passer quoi. Même pour certains openers où je me disais non mais t'es sûr que ça va passer, est-ce que je vais pas me foirer de ça. Il disait non ça passe, ça y a pas de souci. Mm. Donc je me dis ok ça passe, tu vois. Si lui il a confiance, pourquoi j'aurais pas confiance quoi. Mais tu vois, d'où l'intérêt d'avoir son Ouais. handler qui Ouais. te connaît. C'est ça. En fait, le manque de confiance, il est un peu écarté Ouais. parce que il t'a vu lift. Ouais. Je sais pas si t'open à 180 alors Ouais. que ton max est à 190. Ouais. Tu sais que. Enfin, ton coach sait que ce sera une bouchée de pain. Oui, c'est ça. potentiellement. Voilà. Ok. Donc ça c'était cool. Clairement ça c'est cool, et ce qui me fait me dire que voilà ici je vais continuer encore comme ça jusqu'à la prochaine, et ce coup-ci en espérant peut-être avoir une plus grosse préparation, bien construite, etc. Donc là, actuellement, t'es toujours coaché par Gwendal. Toujours coaché par Gondal, ouais. Avec une échéance. Bah ça l'échéance ce sera évidemment la prochaine BSLC. Ok. Après je sais pas s'il y aura d'autres compétitions intermédiaires, ça j'imagine que lui seul a la réponse, mais voilà en tout cas l'échéance on va dire vraiment long terme c'est Ok. la BSLC 2026, a priori la prochaine. Ok. Est-ce Donc que là. t'as des. Objectif, bah, on aurait envie de dire naturellement si on a fait deuxième, l'objectif c'est de faire premier évidemment, ça c'est ce qui va de soi, mais Dani Attention encore une fois, moi j'ai toujours été dans l'optique de faire mes compétitions avant tout pour moi-même et être content de ce que je fais. Donc si déjà je fais mieux comme total par rapport à ma précédente compétition, pour moi c'est déjà une victoire, tu vois. Je trouve que viser à tout prix une certaine place, c'est se comparer constamment aux autres. Je trouve que c'est pas une façon saine de procéder. Je pense avant tout pas à soi-même qu'il faut se comparer et regarder ce qu'on fait soi-même et être content de soi-même et pas se dire ah ben l'autre il a fait tel total donc je dois le battre, etc. Non, bats-toi toi-même avant de battre les autres, Ouais. quoi. Mec, c'est un discours que Ouais. j'entends jamais, donc ça me fait grave plaisir. Et surtout, genre, si tu vises la première place, Ouais. quand tu l'obtiens, Ouais. qu'est-ce Qu'est-ce qui passe reste après? C'est ça. Alors que si tu vises constamment l'amélioration par rapport à tes performances à toi, tu peux toujours t'améliorer. Et puis il y a ce truc de j'ai quelqu'un dans le viseur, Ouais. tu vois, l'espèce de Mhm. l'amélioration personnelle perpétuelle, tu vois. Ouais. Comme si t'avais, tu vois, t'es sur une session, je sais pas si tu fais de la course à pied. Ouais, un peu. Bah oui, en plus, oui, si, Ouais. oui. Encore ce matin, je vais courir. Wow. Après 2 mois sans course à pied. Je me suis fait un petit semi ce matin. Loin de là quand même. Mais tu vois, le fait d'avoir quelqu'un devant toi, Ouais. Ah ouais. je pense que plus t'approches d'office. la ligne d'arrivée, il doit y avoir une espèce de flamme, tu vois, Ah qui subsiste, qui Ouais. brûle. Mais ok. Ok, excellent. Donc voilà les objectifs. Peut-être un 4 sur 10 de total. Ce serait déjà super, tu vois. Franchement. Je note. Tu notes. Objectif. On l'a dit, 410. 410. Peut-être même plus. Non, en vrai, moi j'ai plus des objectifs. J'avoue que je regarde pas tellement le total. Moi, je vise plus des objectifs par mouvement, sur certains mouvements, tu vois. C'est ce que Genre j'avais objectif, bah, le 200 en squat, c'est un peu la barre symbolique aussi. 200 en squat, t'atteins quand même un certain palier quand tu fais 200 en squat, je pense. accessible pour la BSLC 2026. Possiblement. 10 kilos sur. 10 kilos, je pense que c'est jouable. Ok. Parce que j'ai moins ces problèmes de douleur que j'ai eu pendant la précédente préparation. Donc du coup, j'espère avoir une préparation qui se passe peut-être mieux encore à ce niveau-là. Donc Alors, problème de hanche, toujours toujours, ouais, toujours. Que Ça, tu te traînes toujours moins. En tout cas, je la gère beaucoup mieux. Et, Mais moins. Beaucoup Donc- moins, ouais. Donc là, Ça reste parfois là, mais encore, c'est là l'échauffement. Après, sur les grosses barres, ça va. Franchement, ça va, ça ne me limite Ok. plus comme c'était avant. Il y a eu tout un temps où vraiment ça m'handicapait sur ma technique, quoi. J'avais du mal à redresser le buste, et donc j'ai longtemps construit ma technique avec cette gêne, cette douleur, et D'accord. donc j'ai encore des lacunes techniques à cause de ça, encore aujourd'hui, je pense. Maintenant, voilà, je suis pas en train de me chercher des excuses, Ouais, bien mais ça a été là, et donc c'est moins présent maintenant, donc j'arrive à corriger mieux ces points techniques que j'avais du mal à corriger avant. alors, j'utilise le même mot, corrige-moi si je me trompe. Pendant la période de la red zone, Ouais, t'avais beaucoup ces soucis en fait. Ouais. De hanche. ouais.
Parce que moi, je me souviens, le soir, quand tu liftais, des fois, Enfin, je crois qu'il y avait une phase où t'as réappris, entre guillemets, à squatter, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une phase où je suis redescendu à des squats à 50 kilos, hein, pour dire Ouais. de squatter sans douleur. Ouais. J'avais 70 en tête, mais Ouais, 50, t'avais- 70. Bah, il y a un ouais, moment donné où je suis redescendu à 50 pour dire de vraiment redémarrer à zéro, pour refaire en fait quelque chose de progressif. Parce que c'est un peu la base du traitement de toute tendinopathie, j'ai envie de dire, c'est de diminuer la charge et l'intensité pour réaugmenter progressivement en dessous de la douleur. Ça, c'est un peu la base de tout. Et donc, Ouais. le problème, c'est que longtemps, je l'ai pas appliqué parce que j'étais en préparation pour la BSLC 2024. Donc, longtemps, je me suis dit, faut que je Oui, monte tape les dedans, charges, et, tu vois. ouais. Tape dedans, tant pis, on verra après. Évidemment, c'est toujours le médecin, enfin, comme on dit, les cordonniers les plus mal chaussés. En l'occurrence, je suis médecin, je savais très bien ce qu'il fallait faire pour que ça s'améliore, mais je l'ai jamais fait. Et Évidemment. surtout, médecin. Enfin, lié à la réathlétisme. C'est ça, médecin physique. Donc, Médecin physique. on pourra en venir après, si tu veux, parler un peu plus de l'aspect. Mais Ouais. c'est vrai que typiquement, je sais exactement ce qu'il faut faire et c'est ce que je dis à mes patients tous les jours, mais je l'ai longtemps pas appliqué. Donc, à un moment donné, où justement, en fait, c'était pendant la période où justement je me faisais plus coacher par Gwen, où j'ai commencé à faire attention à ça et j'ai commencé à me dire, non, ok, là, reprends les choses de bas à la base pour avoir moins mal. Donc là, vraiment, aujourd'hui, c'est plus du tout un souci, c'est plus un souci qui me limite dans mes performances. C'est là encore un peu l'échauffement, je le sens, mais je m'échauffe bien et ça passe. Vraiment, c'est plus trop un problème aujourd'hui. Ok. Donc, objectif prochain, arriver avec un Ouais. total. C'est ça, Plus gros. un 200 en squat, ce serait sympa, comme on l'a dit. Et Un dips à 120, j'aimerais bien. Voilà, j'ai passé les 110 en sentant que je suis dans une phase ascendante au niveau dips, donc j'aimerais bien atteindre les 120 peut-être. Ok. Tirage, traction, bah pourquoi pas les 85 peut-être, ce serait aussi un chouette objectif, 85-90, pourquoi pas même. Et alors MU, voilà, j'aimerais bien à la prochaine compétition être entre 25 et 30, quoi, quelque chose comme ça. Donc, ce serait nouveau, c'est histoire d'augmenter un peu dans chaque mouvement. Ok. Avant la sénescence programmée, parce que les 30 ans approchent, et donc après, ça va commencer à devenir plus difficile d'atteindre ces objectifs-là. Donc Tu feras attention, je crois qu'au jour de tes 30 ans, voilà. t'as 12% de force en moins. Ah, mais il paraît, hein, il y a un contrat comme ça, passé avec la vie, où Que tu n'as jamais signé, mais tu n'as jamais signé, mais c'est comme ça. T'arrives à 30 ans, tes performances déclinent zéro irrémédiablement. Ok, trop bien. Alors, on a fait une grosse partie sur le street lifting. Ouais. Je pensais pas faire autant. Clairement. On est à plus de 40 minutes. Ah ouais. On pourrait en fait couper l'épisode en deux, Mhm. si ça te va, et refaire, ou 30-40, à voir comment tu te sens. Moi, je me sens très bien. Ok. Je peux continuer sans souci. Je pense qu'en vrai, on va couper l'épisode ici. Ouais, pas de souci. On se retrouvera très prochainement pour la seconde partie. Ouais. Seconde partie dans laquelle on va partir plus mindset, Ouais. équilibre de vie, nutrition aussi. Ouais. Et un peu, on avait dit aussi, peut-être évoqué justement un peu comment gérer. On a vaguement évoqué le fait que j'étais en médecine, donc gérer l'aspect sport de entre guillemets haut niveau et des études de ce type-là. Comment on peut travailler ça. Ok. Très bien. Bah pour ceux qui vont suivre l'épisode, à tout de suite.